Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue par Gwenaëlle Gerlavet. Après Charlie. Ce fut un coup de fil presque providentiel. Il fait partie de ce que j'appelle les heureux hasards de la vie. C'était à l'hiver 2015, un mois après les attentats contre Charlie Hebdo. À l'autre bout de la ligne, un homme dont le nom m'évoque immédiatement quelque chose, le rabbin Lévy. J'avoue avoir rarement eu l'occasion d'interviewer un rabbin dans ma carrière de journaliste. En fait, ce fut même le seul. Cette rencontre remonte à loin. Cela me semble même une éternité. Nous ne nous sommes plus parlé depuis 7 ans. 7 ans durant lesquels tout a changé. Une tranche de vie est passée. Certes, j'habite toujours dans le sud de la France, mais je ne travaille plus dans la presse, je suis désormais mariée et l'heureuse maman de 2 beaux enfants. J'ai fait la connaissance du rabbin Lévy à l'été 2007, à l'aube de mes 30 ans. Jeune reporter au journal La Croix, je couvrais pour ce quotidien national toute l'actualité de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Aveyran. Un jour, par la presse locale, j'ai eu vent d'une histoire hors du commun. Le mariage d'un rabbin et d'une pasteur, une première mondiale, semble-t-il. Je ne suis pas une spécialiste des religions, loin de là. Je suis même une néophyte pour tout dire, mais me voilà après 2 heures de route au presbytère de Saint-Afrique, un gros village du sud-Aveyron. Le couple en face de moi est accueillant, pudique, mais quelque peu sur la réserve. Jonathan Lévy et Catherine Sturkel viennent d'essuyer un article de la presse nationale assez violent, et les instances juives n'apprécient guère leur union. La Fédération juive libérale de France vient d'ailleurs de se séparer du rabbin. Je les écoute sans jugement, je les questionne, je note, j'essaie de comprendre, de trouver par quel fil rouge je vais pouvoir intéresser mon lecteur. Mon métier de journaliste a toujours été une passion. J'aimais réellement être reporter de terrain. Il m'était impossible de passer plus de 2 jours d'affilée derrière un bureau et un écran d'ordinateur sans rencontrer quelqu'un. Je le vivais comme une mise en cage. Même si ces années de correspondance furent au final usantes, grimper dans ma voiture et sillonner en long, en large et en travers les routes de cette région à la découverte de la vraie vie des vrais gens, expression certes rebattue mais qui a le mérite de la clarté, était l'essence de mon métier. Vivre une telle richesse humaine s'est révélé une chance inouïe. Une fois le papier écrit et publié dans La Croix, nous n'avons pas gardé contact. On s'est perdu de vue, comme dit Jeanne Moreau dans son tourbillon de la vie. Jonathan et Catherine m'ont envoyé en 2010 le livre qu'ils ont rédigé à 4 mains sur leur histoire d'amour, pasteur, rabbin. Une fois à 2 voix avec un gentil mot que j'ai, autre heureux hasard, retrouvé récemment dans mes archives. Puis, il y a eu ce fameux coup de fil de février 2015. Jonathan Lévy me dit alors avoir gardé un très bon souvenir de ma venue et de mon reportage. Le rabbin m'expose en 2 mots son projet de nouvel ouvrage avec un ami imam, en réaction aux terribles actes de terrorisme qui viennent de meurtrir la France et les Français. Il voudrait que je les aide à le concevoir et à le rédiger. En somme, ils me choisissent. J'en suis touchée. Je le prends comme la reconnaissance d'un travail de journaliste que j'ai toujours voulu sérieux, honnête et sincère, proche de mes sujets et sans connivence. Écrire un livre serait une toute première qui me fait peur. Et puis le temps manque. Et puis, je suis passée à autre chose. Depuis 2013, je me suis reconvertie dans la communication à mon propre compte. Je suis en train de relancer mon agence après une pause bébé. Ma petite Camille n'a que 4 mois. Je ne veux pas éconduire brutalement ce sympathique rabbin. Je lui demande de m'envoyer quelques lignes sur son projet. Quelques jours plus tard, je les lis et certains mots résonnent en moi comme des coups de poing. Montée du communautarisme, intolérance, différence de l'autre. Je ne peux pas me dérober. Nous sommes encore tous dans l'émotion brûlante des attentats. Comme tant d'autres, j'ai mis « Je suis Charlie » en bannière sur ma page Facebook. Je n'ai jamais retiré depuis. Impossible. Ce serait comme oublier, comme passer à autre chose. Or, il y a un avant et un après. La femme de mots que je suis peine à exprimer avec la plus grande des justesses des mots aussi profonds. Ces attentats m'ont touché au cœur de mon humanité, parce que ce sont mes premiers attentats. En 1995, je n'avais que 17 ans. Parce qu'ils ont été perpétrés contre les miens, des journalistes. Parce que je suis mère, que j'ai donné la vie,
que la retirer me semble absurde et abjecte, que je pense aux proches des victimes et que, plus égoïstement, je me demande aussi quelle vie attend mes enfants. Une question d'un vide abyssal. Nous avons tous une part de responsabilité à assumer. Une semaine après les attentats, avec le club de la presse de Montpellier, où je suis très investie comme vice-présidente en charge des communicants, nous avons organisé une réunion en urgence et à chaud avec les rédacteurs en chef des médias régionaux afin de nous interroger sur l'après, sur nos responsabilités, nos manquements et les défis à relever. Évidemment, beaucoup de ce qui s'est dit ce jour-là s'est évanoui, mais pas l'impérieuse nécessité de jouer notre rôle de citoyen journaliste, notamment auprès des jeunes. C'est ainsi qu'est née au sein du club, la commission Médias, Jeunes et Citoyenneté, une expérience unique en France où des journalistes et des community managers interviennent dans des collèges, des lycées et des associations des quartiers prioritaires de Lunel et bientôt de Montpellier et Toulouse pour échanger librement sur les médias et les réseaux sociaux, susciter des interrogations, donner des outils de vérification de l'information et déconstruire les fameuses théories du complot. J'accepte donc la demande du rabbin. Comment pourrait-il en être autrement ? En fait, je ne peux pas la refuser. Je suis une femme engagée. Ancienne déléguée du personnel, féministe, membre d'un collectif citoyen et d'une association depuis la naissance des enfants, une réflexion m'anime quotidiennement sur mes valeurs, le sens de ma vie et le respect, voire la mise en application de mes convictions. Dire et faire, aider l'autre, même petitement, même par un simple geste, un conseil ou du temps. Les religions me sont certes étrangères, mais pourquoi ne pas mettre mon savoir-faire, mes techniques d'interview et d'écriture au service d'une noble cause qui me dépasse ? Il me semble être dans mon rôle, en tout cas être dans celui que je me suis assigné. Cette expérience de livre et de découverte vient refermer une séquence qui m'a longtemps laissé un goût amer. Ma couverture médiatique des attentats du 11 septembre. J'étais alors en stage de première année à France Bleu Héros dans le cadre de ma formation à l'école de journalisme de Lille. Mes yeux restaient rivés à l'écran de télé de la rédaction qui diffusait en continu les images des Twin Towers. Les avions s'encastraient en boucle, encore et encore dans les tours. Je suis pétrifiée. Je reste incrédule. Je n'ai pas peur, car je n'arrive tout simplement pas à y croire. Les médias sont en ébullition. Un tourbillon se met en place. Pour l'apprenti journaliste que je suis, l'adrénaline atteint des sommets. Quelques jours après le drame, la rédaction reçoit une demande de reportage de France Info. Le frère de Zacharias Moussaoui vivrait à Montpellier, il faut le retrouver sans autre indication. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, sachant qu'à l'époque nous ne disposions pas des facilités de recherche offertes par Internet. Les journalistes permanents n'ont guère de temps à consacrer à une telle requête. Ils sont mobilisés en priorité sur l'information locale de proximité. Le rédacteur en chef, Jacques Monin, me confie cette mission sans doute sans grand espoir, mais en se disant que ce sujet me permettra de me faire la main. Je passe en revue toutes les mosquées de Montpellier, et je fais chauffer le téléphone. Je les appelle une par une pour leur demander si parmi leurs fidèles, il ne se trouverait pas un prénommé Abd Samad. Et bingo! Je n'en crois pas mes oreilles, oui, il fréquentait bien l'une d'elles, et oui, mon interlocuteur peut faire le lien avec lui. La mise en relation est assez rapide. Le frère aîné de Zacharias Moussaoui accepte de me rencontrer à la mosquée. J'ai peur. Je ne suis jamais entré dans une mosquée. Je ne connais rien à l'islam ni au Coran. Et s'il était lui aussi un islamiste ou un terroriste ? Aux portes de la mosquée, quand il s'agit de retirer mes chaussures, une pensée idiote me traverse l'esprit. Comment vais-je fuir si je suis pieds nus ? L'imam me reçoit. Je lui tends la main. Il la refuse. Je ne comprends pas. Je suis mal à l'aise. J'attends une bonne heure dans une salle, assise par terre parmi des femmes qui psalmodient en arabe. Mon mal-être s'intensifie. Abd Samad finit par me recevoir dans une salle à part. Ça y est. J'ai décroché le scoop, qui sera repris par toutes les antennes de Radio France et bien d'autres médias français et internationaux. Mais je reste sur ma faim. Ai-je réellement réalisé un bon travail de journaliste ? Je pressens déjà que non. Mon inculture religieuse m'a empêché de lire entre les lignes, de décrypter, de poser les bonnes questions. Je suis passé à côté. Cette interview ratée, qui aux yeux de tous était pourtant une réussite,
est resté gravé sur un mur de ma mémoire et m'a accompagné toute ma carrière de journaliste. 14 ans plus tard, l'opportunité m'est offerte de comprendre ou du moins, de posséder des clés de compréhension. Ce livre est l'occasion de me former, de grandir, de me nourrir intellectuellement, de poser toutes les questions auxquelles je souhaite des réponses, et de le faire sans artifice ni crainte du ridicule. Cette connaissance est d'autant plus précieuse que désormais les religions et la laïcité ont envahi, pour ne pas dire saturé, l'espace médiatique. Le traitement est la plupart du temps polémique, dans un climat passionnel, et certains politiques instrumentalisent et hystérisent les peurs comme à l'été 2016 avec la polémique sur le burkini. Cette vision négative, et parfois outrancière, m'apparaît injuste pour les croyants. J'ai toujours eu un profond respect des religions. Il s'est renforcé par mes 7 années de correspondance à la Croix. Je n'étais pas catholique en y entrant faire mes classes, nul besoin d'avoir un certificat de baptême pour y travailler, contrairement à ce que peuvent encore penser certains, mais j'y ai rencontré nombre de croyants qui ont forcé mon admiration par leur foi, leur dévouement et leur aspiration. Croire m'est apparu comme quelque chose de beau, de puissant et de soutenant. Aujourd'hui, je ne me dis plus athée. La définition de chrétienne sur le seuil me semble plus appropriée. Je suis sur le pas de la porte. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain, en décidant de croire. Il me semble que la foi ne se décrète pas. Elle est entrée dans ma vie presque insensiblement. Les prémices d'une foi se sont éveillées à ma première grossesse qui s'est révélée, sans jeu de mots, un chemin de croix. Fausse couche, saignement régulier avec des allers et retours en pleine nuit aux urgences, contraction à 6 mois avec un risque de très grand prématuré, alitement définitif pendant 3 mois, etc. J'ai cru perdre notre petit Louis un nombre incalculable de fois. À chaque alerte, je ne savais plus vers qui me tourner. Qui pouvait m'aider ? Qui pouvait protéger notre bébé ? Je me suis mise à prier de tout mon être, de tout mon cœur afin que la Sainte Vierge intercède, pour nous, pauvres pécheurs. Aujourd'hui, Louis est un enfant en pleine forme, sa petite sœur Camille aussi. Ils sont baptisés, et je me suis mariée à l'église. Pas pour faire beau, pas pour avoir le droit à de jolies cérémonies. Non. Mais pour remercier, pour faire sens, pour être en harmonie. Je continue à cheminer à mon rythme sur les valeurs humanistes du christianisme. L'ouverture à l'autre, le respect, la solidarité, l'humilité. Frères amis est une étape de ce questionnement personnel. Jonathan Lévy et Mahmoud Doua ont décidé d'écrire ce livre ensemble, devant la montée du communautarisme, la méconnaissance, l'intolérance, la haine et le racisme, pour montrer qu'un rabbin et un imam peuvent être amis en acceptant leurs différences. Le piège aurait été d'en faire un ouvrage consensuel, gommant les aspérités et forçant le trait de l'unicité. Nous espérons l'avoir évité. Les échanges du rabbin et de l'imam ont été sincères, j'en fus le témoin de premier plan. Ce qui les unit a été longuement évoqué, tout comme ce qui les oppose. Mais ces oppositions n'ont jamais empêché le dialogue, qui se déroula avec honnêteté intellectuelle, bonne humeur et taquinerie. Nos temps de travail ont toujours eu lieu autour de la grande table du salon du presbytère, près de Bordeaux, où vivent en toute discrétion et simplicité le rabbin Lévy et sa femme pasteur, Catherine. Ils m'ont ouvert les portes de leur famille, désormais agrandie par une petite fille, fruit de leur amour, Haïley. Nous avons partagé des moments de vie pendant 2 ans. Les repas, tantôt soumis aux règles du jeûne du Ramadan, tantôt conviviaux autour d'un tagine maison préparé par l'imam, et toujours cacheroute, ont souvent été l'occasion de discuter des nombreux rites qui égrènent le judaïsme et l'islam. Les journées d'interview étaient très denses. J'ai eu plus d'une fois le sentiment de ne pas être à la hauteur des conversations, mais d'une telle richesse que je repartais chaque fois à Montpellier avec le sentiment être une heureuse privilégiée. Le travail d'écriture fut bien plus long que nous ne l'avions imaginé, car l'ambition était de rendre ce livre accessible au grand public, ce tout un chacun, avec entre autres, ces collégiens, ces lycéens et ces prisonniers que le rabbin Lévy et l'imam Doua visitent régulièrement pour parler religion. Jonathan et Mahmoud sont à la fois des théologiens et des universitaires, mais avant tout des hommes de terrain, ancrés dans la vie de la cité. C'est cette particularité qu'il nous fallait faire ressortir. Il a donc fallu trouver le juste équilibre entre être accessible et enrichir la réflexion. C'est là que j'ai apporté ma pierre à l'édifice, par une démarche sincèrement socratique,
Je sais que je ne sais rien, en posant les questions que vous vous posez et en effectuant en éclaireuse le parcours que vous vous apprêtez à réaliser au fil de ces pages. Partie 1. Un imam et un rabbin, main dans la main. Partie 1. Chapitre 1. Mahmoud Doua, l'imam républicain. Humain. Nous vous avons créé d'un même père et d'une même mère. Si nous avons fait de vous une variété des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. Coran sourate 49, verset 13. Je suis originaire d'un village de Mauritanie au passé mythique, qui est considéré comme la 7e ville sacrée de l'islam, Chinguetti. En plein désert de l'Adrar, ces petites maisons en torchis, ces ruelles étroites, son mélange de rocailles sèches et grises, ces dunes roses ressemblent beaucoup au Timbuktu de Sissako, pour ceux qui ont vu le film multicésarisé. Chinguetti est connu pour être l'un des premiers berceaux du savoir de l'islam. On parle de lui comme de la Mecque mauritanienne, car le village a pu compter jusqu'à 12 mosquées à son apogée au XVIIIe siècle. Il abrite aussi l'une des plus anciennes bibliothèques de l'islam avec 6000 livres conservés intacts par des familles depuis le XIIe siècle. Ce trésor millénaire étant menacé, l'UNESCO a classé Chinguetti patrimoine de l'humanité en 1996. C'est là que j'ai grandi. Mon père était commerçant, il tenait une sorte d'épicerie, ma mère couturière. J'ai eu 8 frères, dont 4 sont décédés. Ma famille, d'origine yéménite, appartient à l'ethnie des Chorfa qui descend directement du prophète. Dans nos sociétés arabes, chacun a tendance à se bricoler une généalogie en lien avec Mahomet. Dans mon cas, nous en avons la preuve. Notre arbre, qui a été minutieusement conservé et transmis de génération en génération, remonte au petit-fils du prophète Hassan. Cette filiation revêt beaucoup d'importance à mes yeux, même si je crois qu'en islam on est proche de Dieu par la piété. Je suis en effet sunnite. Je pense que l'accès au Coran dépend de nous, de notre capacité spirituelle et intellectuelle, de notre foi et de notre morale. Je ne partage pas la conception chiite, qui considère que la filiation avec le prophète donne un accès privilégié à la compréhension de la parole de Dieu. Comme tous les Mauritaniens de mon âge, je suis allé à l'école française dès mes 6 ans. C'est le fruit d'un long héritage. Jusqu'à son indépendance en 1960, la Mauritanie était une colonie française. En CM2, on apprenait donc par cœur les fleurs du mal de Baudelaire, ce qui n'empêchait pas, une fois l'école française terminée à 17h, d'aller à l'école religieuse. Je n'ai jamais ressenti de contradiction entre les deux. En Mauritanie, j'ai baigné dans un pluralisme culturel, arabe, africain, berbère, francophile. Cela explique sans doute le fait que je sois totalement à l'aise avec la notion de laïcité française. Nous y reviendrons plus tard. À Chinguetti, l'ambiance était très spirituelle, sacrée même. La ville respirait la religion. L'étude, la psalmodie et le commentaire du Coran faisaient partie de mon quotidien, un peu comme le football pour les jeunes Brésiliens. Cette toile de fond était celle d'un islam soufi que les Occidentaux opposent souvent à l'islam radical. De quoi parle-t-on ? Le soufisme est une notion complexe à résumer, car elle est empreinte de mysticisme. Comme pour l'islam en général, ce courant a pour objectif la soumission à la volonté de Dieu et la préparation à sa rencontre. Mais plus que les autres musulmans, nous insistons sur la nécessité de dompter en nous le nafs, le moi égoïste. Nous naissons croyants et bons, mais la culture, famille, société, etc., nous éloignent de Dieu. Il nous faut mener un travail sur nous, un combat contre nos désirs et nos passions qui nous dénaturent. C'est le grand djihad intérieur, le vrai djihad selon moi. Ce n'est qu'au prix de ces efforts qu'une place sera libérée pour Dieu dans notre cœur, et que la rencontre deviendra possible. Le mal n'existait pas à Chinguetti. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais petit. Il n'y avait pas de voleurs. Mon père laissait son commerce ouvert en allant à la mosquée. C'est à la capitale Nouakchott, en allant au lycée, que j'ai découvert la rapine, le mensonge, la rivalité, le vice. Mais c'est surtout l'hypocrisie qui m'a marqué. Certains prient et invoquent Dieu, dhikr, tout en trahissant des amis ou en détournant de l'argent. Comment font-ils ? Enfant, l'esclavage domestique m'a aussi beaucoup questionné et révolté. Le Coran reconnaît l'égalité de principe entre les humains. Dans son dernier discours, dit de l'adieu, le prophète dit : toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe,
et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Un blanc n'est point supérieur à un noir et un noir n'est point supérieur à un blanc. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est par la piété et les bonnes actions. Cette pratique était courante, les familles avaient des boys. Ce système de caste était très profondément ancré dans les mentalités. Les mariages mixtes étaient exceptionnels et avoir des amis descendants d'esclaves, très mal vu. Nous appartenons à l'ethnie des Bidanes, qui signifie littéralement les Blancs, ce qui est plutôt cocasse, vu que notre peau est basanée puisque nous descendons des Arabes et des Berbères. Mais ma famille était l'une des rares à refuser de posséder des esclaves. Très tôt, j'ai su que je voulais devenir journaliste. À l'école primaire déjà, nous avions construit une petite radio faite de boîtes en carton et de fils de fer. Nous arrivions à transmettre la voix d'une classe à l'autre et nous faisions un petit journal tous les jours où l'on parlait des dernières nouvelles de la ville. Au lycée, l'actualité internationale m'intéressait, je me suis mis à écouter RFI et à lire Le Monde diplomatique, sans vraiment tout comprendre. À 18 ans, j'ai découvert la pensée marxiste-maoïste grâce à mon professeur de philosophie. Son enseignement m'a marqué à jamais. C'est ainsi que je suis devenu marxiste, mais pas au sens structurel. Je n'appartenais à aucun parti, je n'étais pas militant, mais j'ai assisté à des séances d'initiation dans des cellules communistes. La lutte des classes contenue dans le discours marxiste me permettait d'exprimer ma révolte contre l'esclavage, le système des castes, les rivalités entre ethnies. À cette époque, j'ai aussi complètement rompu avec l'enseignement religieux et je ne parlais quasiment plus arabe. J'avais cependant gardé un lien avec le soufisme, car j'ai toujours refusé l'athéisme de l'idéologie communiste. Quand je quittais mes camarades politiques, je rejoignais mon groupe de dhikr pour des séances de lecture du Coran, de prière et de méditation. Mon bac en poche, j'ai intégré l'école supérieure de journalisme de Rabat au Maroc. Je rêvais de devenir correspondant à RFI. J'ai décidé de venir en France afin de me spécialiser en géopolitique. Après Sciences Po Ex, j'ai passé un DEA avec un très grand spécialiste du monde arabe et de l'islam en France, Bruno Etienne. J'ai trouvé en lui de la rigueur dans l'approche et une certaine objectivité. À ses côtés, je me suis progressivement concentré sur les mouvements islamistes. Pour ma thèse, il m'a été demandé de travailler sur le Soudan, un pays terreau de l'islam radical. J'ai préféré opter pour la Mauritanie, ce qui m'a amené à Bordeaux au Centre d'études d'Afrique noire CEAN de Sciences Po auprès d'une autre sommité de la recherche, Jean-Louis Serin, qui a participé à la rédaction des constitutions du Sénégal et de la Mauritanie. J'ai alors commencé à étudier les modes d'accès au pouvoir. J'étais, comme je l'ai déjà dit, troublé par les questions d'esclavage depuis mon enfance et en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.